Alors, je vous présente en 2 mots notre intervenante, le temps le temps qu'elle s'installe. Donc, Hélène Tigrouja, qui est professeure de droit public à Aix-Marseille Université et qui est membre du comité des droits de l'homme des Nations Unies. Et c'est à ce double titre qu'elle intervient ce soir sur le sujet que je vous ai indiqué. Je la remercie infiniment pour sa disponibilité et le temps qu'elle a consacré à préparer la conférence. Vous avez dû recevoir d'ailleurs un document qui reprend toute une liste de ressources en lien avec le thème de la conférence et auquel j'imagine Hélène vous renverra, pardon. C'est fatigant d'animer une assemblée générale. Elle vous renverra en tant que de besoin. C'est le moment de lui laisser la parole, en tout cas moi, de cesser de la monopoliser. Donc merci infiniment à Hélène Tigrouja d'être avec nous. Hélène, c'est à toi. Merci beaucoup pour cette invitation et je suis vraiment ravie de venir discuter de ce sujet avec vous. On se tutoie ou on se vous voit en chair, on se tutoie. Tu parlais tout à l'heure justement quand tu présentais le prix de thèse, de thèses qui doivent être le plus ouvertes sur des questions de droit international public, droit international privé, droit transnational. Et évidemment, ce thème dont on est en train de discuter aux Nations Unies, mais également au niveau du Conseil de l'Europe, eh bien, brasse en réalité toutes ces questions-là. Donc moi, je vais l'aborder essentiellement sous l'angle du droit international des droits de l'homme, puisque c'est le point de vue et le point de départ que je vais adopter, mais il y a plein de questions qui se posent aujourd'hui. Et donc l'idée dans la demi-heure, je crois, de présentation, c'est justement de faire un tour d'horizon et un état des lieux des discussions qui sont en train d'être tenues en parallèle, à la fois donc aux Nations Unies et plus particulièrement au Haut Commissariat aux droits de l'homme, qui est en train de réfléchir. Alors, en utilisant l'anniversaire justement de la Déclaration universelle des droits de l'homme en décembre dernier, en train de réfléchir à cette question de savoir s'il faut reconnaître le droit à l'environnement sain comme le 31e article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Est-ce qu'il faut l'inscrire quelque part dans un texte contraignant, non contraignant, on y reviendra. Et puis en parallèle, et c'est là que j'ai donné effectivement dans le document des liens vers les tout derniers rapports et les tout derniers travaux ou les toutes dernières discussions à cet égard, en parallèle se tiennent également au Conseil de l'Europe et plus particulièrement au niveau du comité des ministres, la même question, la même interrogation sur la question de savoir s'il faut reconnaître le droit à l'environnement sain comme un droit de l'homme. Alors, évidemment, ce ne sont pas du tout des questions nouvelles, ni aux Nations Unies, ni au sein du Conseil de l'Europe. On a, en tout cas pour le Conseil de l'Europe, au moins depuis les années 90, discuté de cette question-là. C'était un souhait de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe de très tôt adopter, et elle avançait cette idée, adopter un protocole qui serait additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. Et dans les années 90, la position du comité des ministres était de dire, mais j'y reviendrai également, était de dire que nous n'avions pas besoin d'un protocole supplémentaire à la Convention européenne des droits de l'homme, puisque dans sa jurisprudence, dans son interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme, finalement, le droit à l'environnement sain, même s'il n'était pas formellement reconnu, était déjà protégé, que ce soit sur la base du droit à la vie privée ou familiale ou du droit à la vie en particulier. Et puis aux Nations Unies, on a poursuivi aussi ces discussions. Donc ça, je passe vraiment très rapidement parce que ce n'est pas l'essentiel ou ce ne sont pas les questions que j'aimerais bien discuter avec vous. Mais aux Nations Unies, donc les discussions ont continué au Conseil des droits de l'homme, discussions qui ont abouti à l'adoption, après beaucoup de pédagogie, je dirais, surtout pédagogie auprès des missions diplomatiques les plus réticentes, et on pourra y revenir, mais les plus réticentes à la reconnaissance d'un droit à l'environnement sain. Donc on a abouti au Conseil à l'adoption d'une résolution en 2021 qui reconnaît de manière très large ou très elliptique, on va dire, le droit à l'environnement sain. Et puis en 2022,
Cela a été poursuivi par la reconnaissance par l'Assemblée générale dans une autre résolution du droit à l'environnement sain comme un droit de l'homme. Et en parallèle, au Conseil de l'Europe, comme je le disais, malgré ou en dépit des réticences du comité des ministres dans les années 90, le comité des ministres, à partir de 2019, a changé un peu, et on pourra essayer de discuter du pourquoi, mais a changé son regard sur cette question de savoir s'il faut adopter un ou des instruments. Donc vous verrez dans le document, pour l'instant, la question n'est pas réglée. Le comité des ministres est allé, ce qui est nouveau encore une fois quand on compare à sa réticence des années 90, il est allé jusqu'à adopter en 2022 une recommandation. Alors c'est une recommandation qui est essentiellement tournée vers les États. Il ne recommande dans son texte de 2022, il ne recommande rien au niveau régional, on va dire, mais il demande aux États, en s'appuyant sur un travail, un questionnaire qui avait été envoyé au 46, il demande aux États justement de renforcer ou d'essayer d'harmoniser la protection de l'environnement dans leurs ordres juridiques nationaux. Et sur la base de cette recommandation, eh bien, le comité finalement a accepté de lancer un groupe de travail, et ce sont les travaux que je vous ai, enfin les rapports ou les projets de rapport que je vous ai donnés, indiqués. Il a donc créé un groupe de travail justement dont le mandat est de réfléchir à la faisabilité, c'est le titre officiel de la mission qui est confiée au groupe de travail, mais à la faisabilité d'un ou plusieurs instruments contraignant, non contraignant, avec un mécanisme de suivi ou pas, quelque chose qui serait rattaché à la Cour européenne des droits de l'homme ou quelque chose qui serait surveillé par un organe, à créer un organe, sur le modèle de ce qui existe déjà ou d'autres organes qui existent déjà au niveau du Conseil de l'Europe. Et pour l'instant, si vous regardez le rapport, le tout dernier rapport qui a été rédigé en décembre 2023, pour l'instant, tout est sur la table. Toutes les options sont sur la table. Un protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, une modification du préambule de la Convention européenne des droits de l'homme, modification par laquelle on renverrait ou on mettrait quelque chose en lien avec l'environnement. L'idée aussi, et je reviendrai sur toutes ces propositions, l'idée aussi éventuellement d'une convention cadre. Il y a eu une convention cadre sur la protection des minorités au sein du Conseil de l'Europe. Pourquoi ne pas avoir la même chose? C'est une proposition de l'ancien président de la Cour européenne qui a été prise au sérieux, on va dire, par ce groupe de travail. Ou alors un texte non contraignant ou une combinaison de tout ça. Donc pour l'instant, encore une fois, toutes les options sont sur la table et ce qui est intéressant de lire, c'est à la fois les propositions qui sont formalisées par ce groupe de travail et puis les réactions des États sur lesquelles je reviendrai. Donc, ces réflexions et ces travaux en cours sont intéressants à la fois évidemment pour les spécialistes ou les personnes qui travaillent en droit international de l'environnement, du point de vue également du droit international des droits de l'homme, puisque l'idée est d'utiliser les textes et les mécanismes du droit international des droits de l'homme pour faire avancer ou pour essayer de régler les problèmes liés à la triple crise planétaire. Mais évidemment aussi, ce qui est intéressant, c'est du point de vue du droit international, transnational, privé, public, de voir aussi comment les choses sont en train d'essayer d'être fabriquées avec toutes les complexités et toutes les difficultés posées, par exemple, et on pourra y revenir on a évoqué entreprise et droits de l'homme, et bien comment est-ce que l'on rend un État responsable de ce que fait une entreprise multinationale, j'y reviendrai. Donc il y a plein de questions, encore une fois, qui ne sont pas réglées par ces discussions et ces travaux actuels et sur lesquels j'aimerais bien que l'on revienne. Alors, sur la base de ce panorama, je ne reviens pas également sur, bien sûr, les procédures consultatives qui sont en cours, parce que ça, je pense que c'est connu et su, donc on pourra y revenir dans les débats, mais je ne reviens pas sur ces aspects pour l'instant.
Donc, sur la base de ce panorama et en examinant en parallèle ce qui se fait au Conseil de l'Europe et ce qui se fait au niveau du Haut Commissariat aux droits de l'homme, je vais poser deux questions. La première, c'est la question de savoir si, en l'état actuel du droit international des droits de l'homme, c'est-à-dire les textes et la pratique, a-t-on besoin réellement de nouveaux instruments, de nouveaux textes, qu'ils soient contraignants ou pas contraignants? Et ensuite, parce que je répondrai de manière positive, je le dis déjà, mais ensuite on se posera la question du comment. Comment faire pour essayer d'avancer sur cette question-là. Alors cette première question du a-t-on besoin d'un nouvel instrument ou de nouveaux instruments sur les questions d'environnement et droits de l'homme ou changement climatique et droits de l'homme, c'est une question importante en réalité qui est systématiquement soulevée, que ce soit par le comité des ministres, comme je le disais, dans les années 90, ou aujourd'hui par les États. Et il y a beaucoup d'États, y compris, c'est la position de la France par exemple, que ce soit à Genève ou à Strasbourg, donc vous le verrez dans les réactions écrites, les commentaires écrits de la France. Il y a beaucoup d'États qui disent mais finalement on n'a pas besoin d'adopter un énième instrument, on n'a pas besoin de créer un nouveau droit de l'homme parce que premièrement, si on regarde bien en réalité, le droit existe déjà. Si on analyse par exemple la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis surtout, on n'a pas besoin d'adopter un nouveau texte parce qu'on en a déjà beaucoup. Et donc le thème de la fragmentation, du caractère complètement illisible, qui a une certaine vérité, on va dire, mais du caractère complètement illisible. Merci aux personnes connectées de couper les micros. Donc, caractère très illisible finalement de ce droit international des droits de l'homme, qui n'est pas très en forme. C'est vrai qu'on n'a pas fêté dans l'allégresse le 75e anniversaire de la DUDH. Et donc, certains États considèrent que plutôt que d'ouvrir des négociations sur un nouvel instrument, que ce soit un protocole à la Convention européenne, un protocole qui s'ajouterait au pacte international relatif aux droits civils et politiques, bien peut-être prenons l'existant. Alors, la réponse en général que j'ai tendance à faire, je ne l'ai pas dit au début, mais je participe au groupe du Haut Commissariat aux droits de l'homme à Genève. Donc la réponse en général que j'ai tendance à faire à cette question, à cette question de savoir s'il faut ou pas un nouvel instrument est une réponse en deux temps. Le premier temps consiste à dire que effectivement, et c'est ce qui est un petit peu problématique aujourd'hui, par exemple dans les travaux du Haut Commissariat aux droits de l'homme, dans un premier temps, il ne faut pas oublier ou il ne faut pas lancer des négociations ou lancer des discussions en laissant de côté ce qui existe déjà. Et c'est ce que souvent les organes ont tendance à faire, à tout réinventer ou à faire comme si les questions finalement que l'on se posait, entreprises et droits de l'homme, les questions des peuples, on a évoqué les peuples autochtones, etc., étaient des questions nouvelles. Et effectivement, quand on analyse la pratique, je vous ai donné quelques exemples aussi dans les documents, quand on analyse les textes et la pratique, eh bien, on se rend compte que directement, indirectement, le droit à l'environnement sain, effectivement, est déjà protégé et il y a beaucoup de réponses à des questions compliquées que l'on se pose, qui sont déjà fournis par le droit positif, que ce soit les textes ou la jurisprudence. Donc dans les documents, je vous ai par exemple signalé cet arrêt très récent, alors bizarrement qui n'a pas tellement fait l'objet de commentaires ou qui n'a pas tellement été diffusé, mais arrêt très récent de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples contre la Côte d'Ivoire, qui est absolument remarquable parce que il pose justement, alors il pose plein de questions intéressantes, la question du préjudice qui va concerner des dizaines de milliers de personnes, comment est-ce que l'on appréhende des victimes qui ne sont pas identifiées, comment est-ce que l'on répare aussi ce type de préjudice qui va concerner, c'est une affaire de pollution, donc qui va concerner des dizaines de milliers de personnes.
Et la Cour africaine rend aussi dans cet arrêt-là, elle adopte aussi dans cet arrêt-là des positions extrêmement intéressantes sur la responsabilité de l'État, la responsabilité de la Côte d'Ivoire pour ce qu'a fait l'entreprise privée. Donc c'était une entreprise multinationale qui est venue à Abidjan, qui a déversé des produits extrêmement toxiques et qui ont de manière éclair pollué, contaminé et rendu malade. Et il y a des personnes qui sont décédées, donc des dizaines de milliers de personnes. Et donc il y a des développements très intéressants justement sur le thème entreprise et droits de l'homme que l'on évoquait. Alors, de la même manière, je ne vais pas entrer dans les détails de tout ce droit positif, mais de la même manière, ça c'est plus connu, alors que pour moi c'est peut-être un petit peu moins développé, mais de la même manière, donc, le droit interaméricain des droits de l'homme, avec évidemment ce qui est un peu plus connu, c'est cet avis consultatif numéro 23, mais je ne suis pas sûre que là la Cour dise suffisamment de choses, mais depuis l'avis consultatif numéro 23, la Cour a davantage développé le caractère autonome du droit à l'environnement sain qu'elle est allée piocher ou qu'elle est allée chercher, si vous voulez, dans une disposition de la Convention américaine qui ne parle pas de droit à l'environnement sain, mais elle en a fait une interprétation très créative, et je reviendrai là-dessus également. Bon, évidemment, la liste est longue, la jurisprudence de la Cour européenne, la jurisprudence des organes de traité, dont le Comité des droits de l'homme, bien entendu. Vous aurez aussi les références dans le petit article que j'ai écrit pour l'American Journal. Et puis plus récemment, l'observation générale du Comité droits de l'enfant sur, le titre est assez long, mais en gros c'est environnement et droits de l'homme avec environnement et droits de l'enfant avec une spécificité sur les questions climatiques. Et à cette jurisprudence ou à ce matériau-là, s'ajoutent bien entendu des instruments qui parfois sont un peu oubliés par le droit international des droits de l'homme ou les personnes qui travaillent, donc notamment le Haut Commissariat, les personnes qui travaillent sur ces questions-là. C'est la Convention d'Aarhus qui développe les droits procéduraux environnementaux, le droit à l'information environnementale, le droit de participation à la prise de décision. Plus récemment, l'accord d'Escazú, qui va un petit peu plus loin, qui parle aussi de démocratie environnementale. Et sur cette base-là, la Commission africaine elle-même est en train de développer un instrument qui sera non contraignant pour l'instant, mais un instrument qui portera sur environnement et droits de l'homme. Donc ça, c'est le premier temps de la réponse, consistant à dire, et je pense que des États comme la France ont raison de dire, n'oublions pas ce qui existe. Donc c'est le premier temps de la réponse consistant à dire, effectivement, on a déjà, si on regarde bien, et à condition que l'on regarde bien, donc à condition que l'on écoute ce que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a à nous dire sur la question, ou la Commission africaine, ou la Cour interaméricaine, ou le Comité des droits de l'enfant, on a déjà un matériau qui va en tout cas, qui règle peut-être deux points fondamentaux qui ne vont pas de soi ou qui ne vont pas de même. Premièrement, les liens entre environnement et droits de l'homme. Le lien, en tout cas les liens intrinsèques ou les liens interdépendants entre la protection de l'environnement et la protection des droits de l'homme, c'est quelque chose qui, encore aujourd'hui, en tout cas aux Nations Unies, qui n'est pas nécessairement accepté par tous les États. Or, dans ce matériau-là, je crois qu'on est convaincu quand on lit, par exemple, l'arrêt de la Cour africaine que, effectivement, le droit à la vie a un lien extrêmement direct avec le droit de ne pas être pollué par des acteurs publics ou des acteurs privés. Donc à la fois la reconnaissance de ce lien, mais également la reconnaissance d'une liste de droits substantiels et de droits procéduraux environnementaux, encore une fois, que l'on peut trouver lorsque l'on passe en revue ou si l'on passe en revue l'ensemble de ce matériau. Mais, et c'est là que je pense qu'on a besoin quand même de continuer la réflexion. On ne peut pas se contenter de dire, mais finalement, comme le comité des ministres le faisait dans les années 90, finalement, pourquoi travailler sur cette question puisque la Cour européenne des droits de l'homme ou le comité des droits de l'homme ou la Cour interaméricaine raccroche ce droit à l'environnement sain à des dispositions, le droit à la vie familiale, le droit au domicile et finalement les questions environnementales, ou en tout cas la triple crise planétaire sera réglée. Je ne le pense pas parce que je crois que on a atteint, me semble-t-il, la limite de ce que le droit international des droits de l'homme
peut faire ou peut donner sans tordre les traités finalement qu'il faut interpréter et les traités surtout que les États ont ratifiés. Et je vais le montrer avec trois éléments très rapidement. Premièrement, c'est vrai que dans les interprétations, je le disais tout à l'heure pour la Cour interaméricaine, ça vaut aussi pour le Comité des droits de l'homme. On utilise souvent l'interprétation évolutive pour convaincre les États que quand on fait entrer, par exemple, le droit à l'environnement sain dans le droit à la vie, finalement, c'est déjà prévu et ça n'est qu'une interprétation à la lumière des conditions d'aujourd'hui, du droit à la vie ou d'autres dispositions. Mais les États acceptent de moins en moins. Et si vous lisez, par exemple, donc ça, c'est du matériau qui est toujours disponible sur le site du Comité droits de l'enfant. Mais si vous lisez justement les remarques ou les commentaires des États sur les projets, enfin, le projet d'observation générale, numéro 26 sur enfants et changement climatique, avant que l'observation générale ne soit adoptée, et notamment donc, les commentaires de l'Allemagne, du Canada et de la France, ce sont des commentaires qui disent justement que le Comité droits de l'enfant ne peut pas créer ou ne peut pas inventer, ne peut pas tirer de la Convention droits de l'enfant de 1989, le droit à l'environnement sain, c'est de la création, c'est de la pure création et ce n'est pas ce que les États ont accepté ou ont rédigé en 1989. Et de la même manière, pour le Comité des droits de l'homme, lorsque dans son observation générale numéro 36 sur le droit à la vie, il a dans un paragraphe parler de l'obligation qu'a l'État de prévenir, liée au droit à la vie, de prévenir les atteintes à la vie qui seraient liées par exemple à la pollution, à la dégradation de l'environnement, etc. Eh bien, il y a 2 États qui ont envoyé des notes verbales en disant ça, c'est quelque chose que nous ne reconnaissons pas. Et parmi ces 2 États, la France fait partie des auteurs de la note verbale. Et je crois que ce n'est pas faux, c'est-à-dire que, par exemple, dans la décision du Comité des droits de l'homme, Billy et autres contre Australie, donc sur le changement climatique, l'une des questions qui étaient posées était de savoir si l'on pouvait appliquer le droit à la vie privée, familiale et domicile aux griefs qui étaient présentés par la communauté autochtone, c'est-à-dire la destruction de leur environnement lié au changement climatique. Et j'avoue que là, il a fallu effectivement tordre les termes de l'article 17 avec la notion de domicile pour dire, eh bien finalement, dans le domicile, on va inclure les ressources naturelles, on va inclure des éléments de la mer, les poissons qui sont utilisés, par exemple, ou qui font partie des usages, ou on inclut aussi dans le domicile des éléments liés à la terre qui sont utilisés par la communauté autochtone comme des médecines traditionnelles, etc., etc. Et là, je crois qu'on a atteint la limite, encore une fois, en termes d'interprétation, en termes d'extension des termes. Est-ce que c'est vraiment un domicile? Est-ce qu'on est toujours dans l'interprétation évolutive ou on est dans quelque chose d'autre? Pour ça, je dis, je pense qu'on a atteint la limite en termes d'interprétation de ce que l'on peut faire. On atteint la limite aussi, me semble-t-il, du point de vue contentieux. Et on oublie souvent, ou les ONG par exemple, ou les avocats qui présentent des pétitions ou des plaintes devant les organes de protection des droits de l'homme, oublient ou en tout cas peut-être ne se rendent pas suffisamment compte que les règles contentieuses ne sont pas du tout adaptées ou sont très mal adaptées finalement aux questions climatiques, aux questions environnementales, sauf si on parle d'une pollution, je dirais, directe, comme certaines affaires devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et ça, c'est quelque chose qui a été soulevé, vous le verrez dans les commentaires des États, c'est quelque chose qui a été soulevé en disant, mais si la proposition consistant à adopter un protocole à la Convention européenne des droits de l'homme est adoptée, alors il faut changer les règles. Ou en tout cas, il faut changer les règles de saisine de la Cour européenne des droits de l'homme, épuisement des voies de recours, qualité de victime, etc.
Et il faut peut-être changer aussi des concepts clés dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, comme la notion de juridiction. Et là, ça devient un peu inquiétant parce qu'il commence à y avoir des propositions consistant à dire, eh bien, on va avoir un protocole environnement et droits de l'homme ou environnement et CEDH avec une manière de travailler ou un corps de règles particulier qui sera appliqué par la Cour européenne des droits de l'homme, et puis il y aura le reste. Et donc là, ça devient un peu problématique, on pourra en discuter parce que la Cour ne peut pas, par exemple, avoir une approche ou une interprétation ou une pratique morcelée de l'épuisement des voies de recours internes d'un côté ou de la qualité de victime ou des règles de preuve ou autre. Il y a une certaine flexibilité, évidemment, et je crois que les organes de droits de l'homme qui se sont prononcés sur ces questions ont déjà utilisé cette marge de flexibilité. Mais encore une fois, je pense que là, on touche justement pour les contentieux qui sont fondés sur des droits subjectifs, comme c'est le cas de la plupart des organes de protection des droits de l'homme. Je crois qu'on touche vraiment à la limite de ce que les organes de droits de l'homme peuvent faire, sauf évidemment la Cour africaine, puisque la Cour africaine, enfin la Charte africaine, pardon, est fondée ou reconnaît l'axio popularis, donc il n'y a pas de problème de qualité de victime, et puis le droit à l'environnement sain est protégé à l'article 24 comme un droit des peuples, donc les problèmes que l'on va avoir devant la Cour européenne ou devant le Comité des droits de l'homme ne se posent pas forcément devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et puis, la raison pour laquelle je dis qu'il faut quand même quelque chose de plus que ce qui est déjà là ou ce que l'on a déjà, c'est que, et là je sors de la question environnementale pour en venir à un contexte général ou plus général du système international des droits de l'homme, c'est que bon, le système ne va pas bien. Il faut le dire. Donc, et il y a un des États qui le dit d'ailleurs dans ses observations, dans ses commentaires. Est-ce que c'est le bon moment pour demander, par exemple, à la Cour européenne des droits de l'homme, qui est complètement engorgée, qui a aussi à régler des conflits armés qu'on lui soumet, est-ce que c'est le moment aussi de lui envoyer des questions nouvelles pour lesquelles elle n'a pas de ressources? Et là, il y a un paradoxe. Alors, bon, moi, je ne suis pas diplomate, hein, donc j'observe les diplomates et les prises de parole des diplomates ou des États. Mais là, il y a un paradoxe qui est très intéressant. C'est de voir qu'on va demander, si vous voulez, ou on va désigner dans certains discours officiels justement les organes de droits de l'homme comme étant potentiellement ceux qui vont pouvoir régler la triple crise planétaire sans pour autant donner absolument aucun moyen. Donc c'est trivial, hein, mais c'est la réalité. Aucun moyen pour que la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, ou les organes des Nations Unies, encore pire, soient à même, si vous voulez, de répondre à cette attente ou à cette demande de la part des États. Et il y a beaucoup de... Ça, c'est le contexte, je dirais, plus politique du système international de droits de l'homme qu'il ne faut pas non plus négliger, mais et qui n'invite pas les organes de droits de l'homme avec la Cour européenne en premier lieu à beaucoup de créativité ou à donner, par exemple, de la notion de juridiction une interprétation qu'elle n'a pas donnée. Ce sont les critiques qui sont adressées justement de la part, par exemple, du Royaume-Uni, qui, vous devez suivre ça en ce moment, mais qui reproche justement toute l'interprétation évolutive qui a été livrée par la Cour européenne de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc on a un retour, et pas simplement le Royaume-Uni, mais on a un retour de la part de certains États vers ce qu'ils appellent l'interprétation vraiment originelle des instruments de protection des droits de l'homme, encore une fois, qui n'invitent pas, en utilisant l'existant, qui n'invitent pas à aller au-delà finalement de ce que l'on peut faire. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, on a un corps de règles qui existe déjà, des jurisprudences, des pratiques, etc. Mais je pense que les organes de droits de l'homme ne sont plus
ne sont plus à même ou ne sont pas suffisamment armés. Il y a beaucoup de juges de la Cour européenne des droits de l'homme aussi qui le disent, mais ne sont pas suffisamment armés pour faire face à ces défis ou à ces questions environnementales qu'on est en train de leur soumettre, de leur soumettre massivement. Alors, deuxième, donc je pense qu'il faut faire quelque chose. Les États doivent évidemment avancer sur ce terrain-là. Maintenant, comment faire? Je surveille l'heure en même temps. Comment faire? Alors, là, les Nations Unies, le Haut Commissariat est beaucoup plus en retard ici en termes de réflexion concrète ou d'avancée concrète que le Conseil de l'Europe et le Comité des ministres, puisque pour l'instant, dans les discussions qu'on a eues en décembre, la position consistait à dire, bon, avançons au plan politique, essayons déjà de prendre la température, de voir un petit peu comment les États réagissent à l'idée au-delà de la résolution de l'Assemblée générale, à l'idée peut-être d'aller un peu plus loin dans l'énonciation de droits environnementaux, et puis ensuite on verra avec le juridique. Les juristes viendront un peu plus tard. Donc ça, pour l'instant, c'est la position Nations Unies, enfin du Haut Commissariat en tout cas, et donc on est simplement en train d'établir la liste des problèmes, des questions, puis on est en train de rassembler le matériau en termes de droits comparés que le Haut Commissariat va pouvoir éventuellement utiliser. Alors pour le Conseil de l'Europe, je le disais, il y a plusieurs propositions qui sont examinées, qui sont sur la table, donc protocole à la Convention. Alors il y avait l'idée également d'adopter un protocole, non pas à la Convention européenne des droits de l'homme, mais à la Charte sociale européenne, alors soit celle de 61, mais plutôt celle de 96, la Charte sociale européenne révisée. Donc, je l'ai dit, la Convention cadre, la modification du préambule de la Convention européenne des droits de l'homme ou l'adoption de soft law. Alors, ma préférence, il y a plein de... Bon, on peut pas dire... Enfin, pour l'instant, je n'ai pas le temps de discuter chacune des propositions, mais... en ce qui concerne le droit dur, aucune ne me rassure. Pour plein de raisons que l'on peut, si on a le temps, discuter ensuite. Une convention cadre, eh bien, quand on regarde la convention cadre sur la protection des minorités, c'est pas une convention qui a très très bien fonctionné. Elle n'a pas permis une quelconque avancée en matière de protection des minorités en Europe. Un protocole additionnel à la Charte sociale européenne. Bon, là encore, la Charte sociale européenne ne se porte pas très bien, ou en tout cas n'est pas un texte qui est particulièrement bien mis en œuvre, suivi ou appliqué par les États. Un protocole additionnel à la Convention européenne, encore une fois, en l'état actuel du fonctionnement de la Cour, en l'état actuel du fonctionnement du mécanisme de plaintes individuelles. Bon, c'est un protocole qui peut être problématique dans le sens où si les États ne le ratifient pas, eh bien, finalement, on aura adopté un texte, mais on n'aura pas tellement avancé en termes d'engagement de la part des États. Et protocole et préambule, modification du préambule. Alors, en général, bon, la dernière fois qu'on a modifié le préambule, ce n'était pas nécessairement pour de bonnes raisons, c'est le protocole numéro 15 qui a inséré dans le préambule la marge nationale d'appréciation, le principe de subsidiarité, pour justement rappeler à la Cour qu'elle doit être beaucoup plus prudente quand elle s'adresse aux États. Et donc, bon, il y a beaucoup d'États dans leur prise de parole qui disent effectivement, ça peut être bien de lier protection de l'environnement et subsidiarité. Alors, si on en est là, si vous voulez, on n'aura pas tellement progressé. Et comme on parle d'urgence, bon, je ne pense pas que modifier le préambule soit vraiment la solution aux problèmes qui sont les nôtres. Donc, j'avoue que moi, ma préférence est pour la soft law pour plein de raisons. Parce que la soft law telle qu'elle a été ou telle qu'elle existe au sein du Conseil de l'Europe fonctionne plutôt bien. On a des règles en matière pénitentiaire où il y a plein de domaines dans lesquels le comité des ministres, par exemple, a travaillé sur la base de soft law et ça a été, je dirais, pas moins suivi ou ça a eu des effets pas moins
importants que du droit dur, la Convention européenne ou les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, avec en plus parfois des mécanismes de suivi, effectivement, qui sont peut-être moins connus, moins visibles que la Cour européenne, qui fonctionnent parfois sur la base de la confidentialité, sauf si l'État accepte que le fruit de ses travaux soit rendu public, mais avec des résultats, encore une fois, qui ne sont pas inintéressants du tout. Donc j'avoue que l'approche soft law me semble, en l'état actuel, la plus raisonnable. Encore une fois, premièrement, parce que l'optique droit dur ne me semble pas convaincant et ne me semble pas suffisamment abouti pour faire avancer, si vous voulez, les problèmes qui sont les nôtres. Et puis, encore une fois, parce que, eh bien, on a beaucoup d'exemples d'instruments de soft law qui ont été plutôt positifs. Et il y a une autre raison pour laquelle je serais en faveur plutôt d'un instrument de soft law que d'un instrument conventionnel, protocole ou autre, c'est que, et pour l'instant on ne le voit pas encore, on ne le voit pas suffisamment, c'est qu'il y a encore, du point de vue droits de l'homme, trop de problèmes non réglés. Alors, je ne parle pas simplement de la qualité de victime, la notion de juridiction, entreprise et droits de l'homme, etc. Mais il y a, certains États quand même le mentionnent au passage, il y a la question ou les questions non réglées de conciliation entre droits de l'homme et environnement. C'est vrai que pour l'instant, la manière dont on pose le débat, c'est de voir comment le droit international des droits de l'homme peut aider, en consacrant le droit à l'environnement comme un droit de l'homme, peut aider à une meilleure application des obligations des États en matière environnementale et donc au final des engagements plus avancés, plus détaillés, plus précis. Mais ce que l'on voit peut-être moins, en tout cas dans les propositions qui sont en train de fleurir, ce sont les problèmes que ces propositions pourraient poser pour les droits de l'homme. Donc moi, j'ai tendance à dire, okay, réfléchissons d'abord, posons d'abord les termes des discussions. J'en mentionne juste deux. Dans les propositions, en tout cas au Haut Commissariat aux droits de l'homme, dans les propositions qui ont été faites, notamment par le rapporteur spécial sur les produits toxiques, c'est l'usage du droit pénal. Et c'est vrai que souvent, le réflexe va consister à dire pénalisons les comportements des entreprises ou les comportements des personnes physiques et ça va permettre d'augmenter la protection. Dans une optique droit de l'homme, en général, le droit pénal, bon, il y a un ouvrage célèbre, hein, épée ou bouclier, et c'est vrai que c'est plutôt l'épée, en général, quand dans d'autres domaines, que l'on voit utilisé par les États. Donc, l'usage du droit pénal pour renforcer la protection de l'environnement, j'avoue que du point de vue droit de l'homme, mon réflexe consiste à dire, bon, attention, parce que si l'on autorise ou si l'on demande aux États d'adopter des législations en matière de criminalisation des atteintes à l'environnement, on peut déjà prévoir ou on peut déjà prédire que ça va retomber sur les communautés autochtones à qui l'on va dire, bah, écoutez, l'usage de vos terres finalement va être limité parce qu'on a besoin de créer une réserve en plein milieu. Je pense à ça parce qu'il y a une affaire contre la Colombie, concernant la Bolivie sur cette question-là. Ou alors, on va criminaliser des discours qui seraient anti-environnement ou autres. Donc, l'usage du droit pénal et cette question de la pénalisation, à mon avis, doit d'abord être réglée avant de poser une quelconque obligation ou d'évoquer les obligations des États. Et de la même manière, il y a un thème, et j'ai pratiquement fini. De la même manière, il y a un thème qui est aussi, dont on commence à beaucoup discuter, que ce soit devant la Cour européenne des droits de l'homme ou devant les organes des Nations Unies de protection des droits de l'homme, c'est la protection des générations futures. Et avec l'idée, il y a des textes là aussi de soft law sur les droits des générations futures, et évidemment, je ne nie pas, et l'objet ici n'est pas de contester le droit des générations futures, mais attention, quand on combine génération future, droit des femmes, on voit, puisqu'il y a certains États qui utilisent le droit des générations futures pour limiter les droits des femmes, notamment à l'autodétermination, à
à la libre disposition de leur corps, limiter les droits sexuels et reproductifs. Donc, là encore, avant de reconnaître ou avant de poser des obligations relatives aux générations futures, il faut que l'on soit bien sûr du discours que l'on porte et de la combinaison ou de la conciliation environnement et droits de l'homme. Alors, et c'est ma dernière remarque sur le comment faire. Ça peut sembler évident. Donc, encore une fois, moi, je suis plutôt favorable à ce stade à un instrument qui serait plutôt un instrument de soft law. Maintenant, je crois que la grande difficulté quand on observe, par exemple, les discussions au Conseil de l'Europe, donc au sein de ce groupe de travail du Comité des ministres ou au Haut Commissariat, la grande difficulté, c'est que chacun travaille en solo, chacun travaille vraiment en silo, et c'est assez frappant. J'ai été frappée, par exemple, en décembre de voir que toute cette jurisprudence régionale n'était pas connue. Et encore une fois, on avait l'impression que les choses étaient un petit peu découvertes. Et alors, on discute chacun dans son coin, y compris, je dirais, dans la famille, par exemple, Nations Unies droits de l'homme, puisque les travaux qui sont en cours en ce moment sur la question d'un instrument qui serait contraignant entreprises et droits de l'homme ne sont pas nécessairement raccrochés à la question que l'on est en train de discuter sur environnement et droits de l'homme. Donc, c'est vrai que c'est peut-être naïf de le dire comme ça, mais on a juste envie de dire, écoutez, ce serait bien de mettre à un moment donné tout le monde autour d'une table, parce qu'il y a une perdition de l'information ici qui est quand même extraordinaire. Et donc, s'il faut d'abord qu'on se remette tous au niveau avant de pouvoir avancer, évidemment, ça pose énormément de difficultés. Et puis, et c'est mon dernier mot, je le promets, quand je dis travailler en isolement, ce qui m'a frappé, c'est que aussi c'est un discours qui, enfin en tout cas ces discussions sont un petit peu en vase clos, dans le sens où au moment où nous discutions au Commissariat aux droits de l'homme de ces questions-là, avait lieu la COP28, dans laquelle on avait appris en plus que des ONG n'avaient pas reçu les accréditations, et donc les Nations Unies n'avaient pas donné les accréditations. Donc pendant que nous travaillons pour les Nations Unies sur un instrument, dans la COP28, ça n'était pas le cas, et il n'y avait pas de discussion, évidemment, il n'y a pas de connexion avec le monde, entre guillemets, de l'environnement. Et donc je crois que c'est un petit peu, à mon avis, pas très productif que de continuer à travailler entre droits de l'homme sur cette question, faut-il un instrument en matière de droits de l'homme, sans discuter dans ces enceintes qui sont plutôt liés à l'environnement. C'est pour me dire de me taire. Et voilà. Donc l'appel, c'est plutôt un appel justement à une approche qui serait beaucoup plus globale et qui serait beaucoup plus compréhensive, et pas continuer à travailler en silo comme on est tous en train de le faire. Voilà, je termine là-dessus. Merci beaucoup, Hélène. C'était parfaitement clair. Ça soulevait plein de questions passionnantes. Bon, j'en ai relevé plein, mais peut-être pour insister sur même la dimension théorique qu'il y a derrière tout ça, c'est l'interprétation, c'est-à-dire jusqu'où on peut interpréter sans que on passe de stade d'interprétation à la création normative, le gouvernement des juges, etc., etc. C'est des questions très, très classiques, mais là qui trouvent une illustration assez éclatante. Et puis, et justement, le rôle de la soft law, si je comprends bien, tu privilégies la soft law pour faire évoluer le droit à un environnement sain, enfin en tout cas pour le faire consacrer en quelque sorte, ou le faire apparaître, mais finalement c'est aussi pour consolider, si je comprends bien, l'interprétation évolutive par les juges, les organes de protection des droits de l'homme. Et donc, voilà, à partir du droit à la vie, si on a la soft law qui dit le droit à un environnement sain, ça en relève, et du coup, on a une légitimité plus politique, finalement, à interpréter de cette manière. Voilà, enfin, en tout cas, voilà, c'est la manière dont j'ai perçu les choses. J'imagine qu'il y a plein de questions qui vont être posées, mais c'est le privilège d'animer la discussion, c'est que je peux poser la mienne en premier lieu, et je ne vais pas m'en priver. Et puis comme ça permettra de lancer la discussion.
Dans l'intitulé de la conférence, la crise planétaire environnementale, elle est déclinée en trois sous-catégories: changement climatique, pollution, perte de biodiversité, sont les trois éléments de cette grave crise planétaire. Est-ce que d'un point de vue juridique, il y a une distinction qui peut être faite pour la consécration finalement du droit à un environnement sain, où finalement on met au même niveau ce qu'est changement climatique, pollution, perte de biodiversité? Est-ce que avec le droit à la vie, on peut peut-être plus défendre une interprétation évolutive, par exemple sur la pollution ou la biodiversité? Voilà, c'est ma première question avant de laisser la parole d'abord à la salle et ensuite aux personnes à distance. Merci. Non, c'est une excellente question parce qu'effectivement, la pollution, quelque part, a un régime juridique qui est plus facile à établir parce que, bon, c'est triste et dramatique, mais les effets vont être aussi beaucoup plus directs. Donc, si je prends l'exemple du Comité des droits de l'homme, quelque part, quand la première affaire que l'on a adoptée était une affaire qui concernait une pollution et qui concernait une pollution par l'usage de pesticides pendant des années, etc. Et là, effectivement, les obligations des États sont plus claires. L'usage de produits toxiques et souvent, en tout cas dans les affaires que soit la Cour européenne, soit le Comité des droits de l'homme ont eu à traiter, souvent d'ailleurs même les États ont déjà des législations, de la jurisprudence, etc. Donc ça, quelque part, il est plus facile pour l'interprète de rattacher au droit à la vie, à l'intégrité. Premier arrêt de la Cour européenne, c'était un arrêt de pollution, donc intégrité du domicile ou santé de la personne, etc., etc. Changement climatique, c'est déjà plus compliqué en termes de preuves, en termes d'effets sur la santé. Encore une fois, dans le logiciel, entre guillemets, qui est celui des organes de protection des droits de l'homme. Hein, donc, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, dans l'affaire, par exemple, Billy et autres contre Australie, ce que nous demandaient les plaideurs, c'était d'interpréter le pacte international relatif aux droits civils et politiques à la lumière de l'accord de Paris. Mais non, enfin, encore une fois, là, parler d'interprétation, c'est vraiment très difficile d'intégrer l'accord de Paris dans les sources externes utilisées par le comité. Perte de la biodiversité. Alors, pour l'instant, quand la perte de la biodiversité est appréhendée par les organes de droits de l'homme, ça va uniquement être soit quand ce sont des communautés paysannes qui portent le cas ou des communautés autochtones, précisément parce que tant les communautés paysannes que les communautés autochtones vont réussir, en tout cas devant le Comité des droits de l'homme, à rattacher cette question de la perte de la biodiversité. Alors là aussi, à une interprétation très large de leur droit de vivre selon leurs traditions culturelles, etc. Parce que la perte de la biodiversité va avoir des effets, par exemple, sur les médecines traditionnelles, sur la transmission de la culture aux enfants et autres. Le plus difficile pour les organes de droits de l'homme, et on verra ce que fera la Cour européenne, évidemment, avec les affaires en cours, ce sont les questions climatiques, ce sont les affaires de changement climatique. Merci beaucoup. Alors, je laisse la parole à la salle. Je vous invite à lever la main. Je vais vous donner le micro qui est là et je vous invite à vous présenter parce qu'on a un compte-rendu qui va être rédigé par Teodolinda Fabrizi et ça lui permettra d'intégrer votre nom dans le compte-rendu. Donc, je vous passe le micro. Bonsoir, je m'appelle Cortési, je suis docteur en droit, je suis membre de l'ILA. Merci pour votre présentation, c'était très intéressant. Une question qui m'a intéressé particulièrement, vous avez mentionné à un certain moment la question de la procédure. Je trouve très intéressant, par exemple, ça m'a traversé l'esprit, par exemple, la notion d'intérêt d'agir, l'intérêt pour agir, par exemple, ça me semblerait un sujet très délicat lorsqu'on parle d'un droit individuel à un environnement sain. Les passages, ça me semble, qui peut devenir plutôt
plutôt intéressant, mais aussi compliqué à niveau théorique. Et vous avez dit qu'ils ont mentionné la possibilité peut-être d'avoir des règles de procédure ad hoc, et vous trouvez cette idée peut-être inquiétante, pas positive. Je vous demanderai de m'expliquer mieux pourquoi, ça me semble très intéressant. Merci bien, et c'est tout. Oui, on peut prendre plusieurs questions, tu as raison. Est-ce que... oui, Sarah. C'est un micro-baladeur original. Oui, c'est original. Alors, Sarah Cassella, professeure à l'Université Paris-Cité. Merci beaucoup, Hélène, aussi pour cette conférence que j'ai trouvée passionnante. Et moi aussi, et d'ailleurs, la question procédurale m'a beaucoup intéressée. Quand on regarde par exemple la question du contentieux sur les changements climatiques, on sent bien qu'un certain nombre de recours, lorsqu'on soulève des fondements liés aux droits de l'homme, sont un peu utilisés comme un palliatif parce que les instruments environnementaux sont difficilement justiciables, parce que ça aide notamment pour l'intérêt à agir, parce que évidemment on invoque des droits subjectifs et donc ça permet de porter ces affaires devant le juge national d'ailleurs comme international. D'un côté, on peut s'en réjouir, mais on sent bien ce que tu évoquais, c'est que notamment la dimension collective de la question est difficile. Là, on force quand on essaye de le faire entrer, d'où la nécessité éventuellement de modifier certaines règles procédurales et toutes les difficultés que tu évoques. Alors, je me demandais notamment sur ce point, un instrument de soft law, qu'est-ce qui pourrait apporter de nouveau comme contribution? Il y a déjà eu une contribution qui est quand même importante des juges sur ce point. Qu'est-ce que ça pourrait apporter de nouveau ou de différent et peut-être de plus adapté justement du point de vue dans la perspective des droits de l'homme? Merci, on garde le micro entre trésoriers. Oui, Arnaud de Nanteuil, c'est juste pour prolonger un peu la réflexion sur la soft law. Donc, outre les limites intrinsèques, je me demande si ça n'aurait pas aussi l'intérêt, justement, et pour essayer de prolonger la réflexion, de permettre une interprétation non seulement, enfin, comme disait Franck, de confirmer une interprétation qui a déjà été donnée des règles relatives aux droits de l'homme, des règles de droit positif, mais aussi des règles autres que des règles relatives aux droits de l'homme, et d'ouvrir un peu l'interprétation, et je pense évidemment, enfin par tropisme, au droit économique. Est-ce que ça permettrait pas, dans une certaine mesure aussi, de venir interpréter des normes économiques ou des normes des traités économiques, par exemple, hein, qui protègent le droit de l'État de réglementer, etc. Donc ça permettrait d'intégrer davantage les questions environnementales dans l'interprétation des normes, mais il faudrait pour ça peut-être que l'instrument de soft law le prévoit lui-même, pour éviter l'écueil qui a été décrit dans la première partie, c'est-à-dire que les États rappellent que ça n'est que de la soft law et que donc ils ne sont pas liés par la teneur du texte. Alors on est en pleine émulation parce que derrière toi, Merci beaucoup. Rainer Geiger, ancien fonctionnaire à l'OCDE, avocat et professeur adjoint à Paris 1. Alors, c'était très intéressant de suivre l'évolution des instruments internationaux, leur élargissement, leur interprétation, mais moi je me demande aussi quel est l'impact de ces principes, de ces défis sur l'évolution des juridictions nationales. Sur le plan du droit constitutionnel déjà, en France, la référence à l'environnement, mais aussi dans la jurisprudence du Conseil d'État, où vraiment des principes d'environnement, de biodiversité sont appliqués. Est-ce que vous voyez là une cohérence, un renforcement de l'application de droit dans ces domaines? Merci. Alors, je crois que tu as déjà beaucoup de matière. On va arrêter cette première salve. Après, promis, je te donne la parole après. Sauf si c'est directement lié à ce qui vient d'être. Je crois que c'est lié à ce qu'Arnaud disait. Bon, alors on continue. Pierre-Olivier Savoie. Merci, Franck. Dans certains traités d'investissement, notamment la ZLECAf, la zone de libre-échange africaine continentale, j'ai pas vu le texte, mais j'ai entendu dire dans des conférences qu'il y avait parce que je suis pas capable de trouver le texte, mais ça c'est une autre histoire, qu'il y a une disposition dans le chapitre d'investissement qui dit qu'en cas de conflit entre ce traité, les obligations d'investissement de protection des investisseurs et l'accord de Paris, c'est les obligations sous l'accord de Paris qui priment.
si j'ai bien compris, tout à l'heure, vous avez dit que dans une affaire, on essayait de dire que l'accord de Paris, on devait en tenir compte. Puis c'est peut-être un peu compliqué. Il y a toujours il y a une vieille affaire sous l'ALENA d'investissement SD Myers contre Canada où l'investisseur avait essayé ou non, le Canada en défense avait soulevé que dans une annexe ou dans un autre chapitre, on mentionne que certains accords auxquels le Canada était parti en matière d'environnement primaient, puis le tribunal a dit non, c'est pas le même sujet, c'est compliqué, on n'applique pas. Donc, il y a un peu toujours une façon, c'est peut-être votre réaction, il y a peut-être toujours une façon de contourner et puis de dire non, c'est un peu différent. Mais si on retourne à quelque chose comme la ZLECAf, où ils ont mis une obligation qui dit les accords de Paris-Prime, il y a probablement une façon de contourner, mais si on essaie de prendre ces choses-là au sérieux, comment est-ce qu'on fait? Puis je pense que c'est un peu ce qu'Arnaud essayait de soulever, puis voilà, avec des exemples. Voilà. Merci. Tu peux garder le micro, mais en le coupant. Et puis, Hélène, tu as la parole. Merci beaucoup pour vos questions. Je vais les prendre dans l'ordre. L'intérêt à agir, donc la question effectivement de l'intérêt à agir et du droit individuel. Et pourquoi est-ce que l'idée d'avoir, par exemple, dans un protocole à la Convention européenne des droits de l'homme, des règles qui seraient particulières pour le contentieux environnemental, c'est qu'en réalité, on créerait dans le système droits de l'homme, si vous voulez, une exception pour un type de droit particulier. Pourquoi alors créer cette exception pour ce type de droit particulier? Alors on va dire parce qu'il a une nature collective, mais alors ce n'est pas le seul droit qui a une nature collective. Et donc le danger, si vous voulez, et c'est ce que je vois avec les affaires qui sont pendantes, je ne vois pas, on verra, peut-être que la Cour européenne me donnera tort, mais je ne vois pas, par exemple, en l'état actuel de sa jurisprudence, comment elle peut modifier la définition qu'elle adopte de la juridiction extraterritoriale. Et si elle le fait, et vous verrez dans le document, il y a des États qui disent peut-être que la Cour devrait avoir, pour les questions environnementales, une approche de la juridiction ou une définition de la juridiction extraterritoriale différente. Ça commence à devenir compliqué parce qu'alors on aura une définition de la juridiction, des conditions pour qu'un État exerce sa juridiction extraterritoriale propre aux questions environnementales. Alors, pollution, changement climatique et éventuellement atteinte extraterritoriale à la biodiversité, mais pas pour le reste. Donc, quand on est, par exemple, dans un conflit armé international, la Cour va rester à sa notion de la juridiction très stricte, etc. Et ça, c'est vraiment en termes de stabilité et de sécurité juridique, c'est extrêmement problématique parce que pourquoi avoir un régime particulier pour l'environnement et encore une fois, pas pour les autres droits de l'homme. Alors là, ça pose la question théorique non plus simplement de l'interprétation, mais presque de la hiérarchie finalement que l'on va établir ou que l'on établirait entre les droits. Donc ça, c'est vrai que j'ai beaucoup de... Voilà, ça c'est quelque chose qui moi, me poserait problème. La même chose pour l'épuisement des voies de recours internes. Dans beaucoup d'affaires qui sont pendantes devant la Cour européenne des droits de l'homme, il y a un vrai problème d'épuisement des voies de recours internes. Je ne vois pas comment la Cour peut dépasser ce problème-là. Si elle lève la règle d'épuisement des voies de recours internes, moi, ma tendance consiste à dire, mais alors il faut qu'elle le fasse pour toutes les violations de droits de l'homme. On fait disparaître et alors on change le contentieux, mais c'est autre chose à ce moment-là. Donc, et encore une fois, la Cour étant engorgée, je ne pense pas que ce serait une bonne idée de faire disparaître l'épuisement des voies de recours internes. Donc, c'est une fausse bonne, à mon avis, c'est une fausse bonne proposition du comité des ministres qui consiste à dire adoptons un protocole avec une procédure particulière. Je crois que ça va créer beaucoup plus de difficultés, beaucoup plus de problèmes qu'autre chose. La question, donc voilà, la question de Sarah, donc sur la dimension collective. Alors, ce que font les organes de droits de l'homme, ce qu'ont fait les organes de droits de l'homme, en tout cas pour l'instant le comité et la Cour interaméricaine, pour essayer de quand même tenir compte de cette dimension collective, alors que normalement on est dans un contentieux qui est éminemment individuel, c'est que l'on
l'on accepte. Et ça rejoint la première question. Là, on assouplit la notion d'intérêt à agir en disant finalement si c'est une plainte qui est portée par un représentant d'une communauté autochtone. Par exemple, si vous lisez Billy contre Australie, vous verrez le comité au début a réglé cette question-là en disant il n'y a pas de problème de qualité de victime, puis après on parlait de la communauté. Donc on ne parlait plus des membres de la communauté, mais on s'adressait à la communauté et finalement c'est la communauté en tant que groupe qui est visée par la plainte. Mais ça ne vaut pour l'instant, et ça c'est un autre problème qu'on a discuté en décembre, d'universalité du droit, parce que pour l'instant c'est vrai qu'on avance de manière catégorielle avec les autochtones. Maintenant on commence à voir les communautés paysannes avec une difficulté de conciliation, et je reviendrai ensuite au problème de l'articulation, les enfants, les femmes. Bon, et je crois que la difficulté va être de dire, et ça revient à la question de l'intérêt à agir, bon, et si je n'appartiens à aucune de ces catégories, comment est-ce que je fais pour porter ma plainte devant un organe de droit de l'homme? Alors, en quoi est-ce qu'un instrument de soft law serait utile ou serait... je crois, et ça fait référence à ce qui a été dit, souvent les instruments de soft law, en tout cas tels qu'adoptés par le Conseil de l'Europe, le comité des ministres, peuvent aller on peut ne pas rester en matière de droits de l'homme, justement. On peut être beaucoup plus précis, on peut régler des questions qu'on ne réglerait pas nécessairement par la négociation parce qu'il faut avoir un consensus, donc on va avoir finalement le standard le plus bas possible. Mais les questions d'articulation, ce qui est intéressant avec la soft law également, c'est que ce sont des instruments tels que ceux que j'ai en tête pour le Conseil de l'Europe qui sont très concrets. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est vrai que les résolutions sont politiques, donc elles sont intéressantes. Quand la résolution de l'Assemblée générale qui dit le droit à l'environnement sain est un droit de l'homme, c'est très bien. Au plan politique, c'est une prise de position politique, mais il n'y a rien derrière. Et donc, pour ça, la question que moi je posais en décembre, c'était oui, mais en tant que juriste, nous, si on a envie ensuite d'en faire quelque chose, le juge, l'avocat, l'ONG qui va militer, on ne peut pas en faire grand-chose. Et donc, l'intérêt de la soft law serait aussi justement de donner un contenu précis de ce que l'on a en tête quand on parle du droit à l'environnement sain. Et pour l'instant, des questions qui pour moi me semblent évidentes, mais qui manifestement ne le sont pas, mais le titulaire, l'articulation, la communauté, les membres, etc., personnes physiques, personnes morales, ce sont des questions pour lesquelles on n'a pas du tout de réponse. Et donc, l'avantage de l'instrument soft law, c'est que quelque part, les gens se détendent quand on dit, écoutez, on ne va pas adopter un traité, on n'est pas là pour discuter de quelque chose de très contraignant, donc allons-y en termes de conciliation. Et donc, effectivement, je crois que, et ça rejoint un petit peu ce que je disais à la toute fin, je crois que les questions d'investissement, les questions de conciliation entre les différents domaines, donc le droit international des droits de l'homme, le droit international de l'environnement, le droit international économique, le droit international de l'investissement, ça pour l'instant, ce qui m'étonne, c'est que ce sont des questions qui ne sont pas traitées, qui ne sont pas envisagées. Et donc c'est pour ça que je suis surprise que au moins on n'ait pas un axe d'échange avec les groupes ou les experts qui travaillent sur entreprises et droits de l'homme, par exemple. Parce qu'on commence aussi... Alors, c'est très naïf pour l'instant, la manière dont les organes de protection le font, mais ce que l'on commence à faire donc dans les organes de traité, par exemple, dans les dialogues que l'on a avec les États, on commence à insérer des questions environnementales, alors plus des questions pollution et changement climatique, et on commence à leur dire justement... vous devez, entre guillemets, surveiller vos entreprises, vous devez surveiller les entreprises qui sont sur votre territoire, donc, parce qu'on commence à recevoir des rapports d'ONG sur ces questions-là. Mais entre guillemets, c'est très naïf dans le sens où les organes de droits de l'homme le font de manière tellement aérienne que les États en prennent note et n'en font pas grand-chose. Et c'est pour ça que pour moi, l'arrêt de la Cour africaine est très intéressant, parce que là... ça pose ces questions-là, justement, de ce que peut
de ce qu'un État peut accepter de la part d'une entreprise transnationale, de ce qu'il peut accepter aussi, puisqu'il y a eu ensuite un accord, une transaction avec l'entreprise, et la Cour a condamné la Côte d'Ivoire pour cela également, puisque l'accord était assez problématique du point de vue droit de l'homme. Mais l'intérêt de l'arrêt, c'est de poser ces questions-là de conciliation ou de combinaison, qui pour l'instant ne sont pas traitées ou ne sont pas envisagés. En général, quand ces aspects-là sont évoqués, ils sont évoqués en passant, alors que c'est vraiment l'aspect essentiel. Et c'est pour ça que je ne vois pas comment on peut aboutir à un instrument contraignant si l'on ne discute pas et si l'on ne règle pas cette question-là. Alors ensuite, il y avait la question de l'effet sur les juridictions nationales. Ça, c'est intéressant en revanche. Pour moi, la vertu de la recommandation du comité des ministres, donc toujours de la soft law, mais de la recommandation du comité des ministres de 2022 était plus modeste. Il ne s'agissait pas pour le comité des ministres d'ériger en droit de l'homme le droit à l'environnement sain au niveau du Conseil de l'Europe, mais sa recommandation consistait à diffuser les bonnes pratiques. Ça, c'est aussi l'intérêt de la soft law. Hein, et ça, je crois à la diffusion des bonnes pratiques. Et donc, ce qui a été fait, c'est que le comité des ministres a envoyé au 46, tous n'ont pas répondu, mais il a envoyé au 46 un questionnaire justement pour avoir l'état de la jurisprudence législative, constitutionnelle, etc. Et il exhorte ou il demande à l'ensemble des membres du Conseil de l'Europe de au moins arriver à suivre l'État ou les États qui protègent le mieux les questions environnementales. Et je crois que la France a été bonne élève là-dessus, elle a bien répondu, etc. Et je pense que quelque chose qui pourrait être utile justement en plus ou à côté ou compte tenu de l'urgence, c'est ça, c'est de travailler de manière horizontale et de travailler sur la base de la diffusion des bonnes pratiques. Et alors ensuite, la dernière question, oui, ça revient un petit peu à la question d'Arnaud, c'est la question de l'articulation des instruments. Donc effectivement, pour moi, si demain il doit y avoir un instrument adopté en matière de questions environnementales, il faudra régler cette question de l'articulation. Est-ce qu'on met des clauses de sauvegarde, comme ça peut arriver dans les traités, en disant si l'accord de Paris est plus protecteur de telle et telle chose, c'est lui qui prévaut. Donc on a ce mécanisme-là dans les instruments de droits de l'homme. Donc je l'imagine également dans un instrument qui porterait sur le droit à l'environnement sain. Une autre question que l'on n'a pas réglée, justement, c'est l'étendue du droit à l'environnement sain. Est-ce que c'est un droit soumis à limitation? Est-ce que c'est un droit… Alors, c'est une question importante parce que pour l'instant, les organes de droits de l'homme n'y répondent pas de la même manière selon le titulaire. Encore une fois, quand c'est une communauté autochtone, elle a un droit, donc, en tout cas dans la jurisprudence africaine et interaméricaine, c'est quasi absolu. Ce qui a posé problème pour la première fois à la Cour interaméricaine dans une affaire contre l'Argentine, parce qu'en toute bonne foi, l'Argentine a expliqué qu'elle avait été obligée de prendre des mesures qui concernaient les droits des autochtones pour protéger une population qui était encore dans une situation vraiment d'extrême vulnérabilité, extrême pauvreté, etc. Et là, la Cour interaméricaine a tranché en faveur de la communauté autochtone. Donc, il y a aussi, il y a un droit qui est quasi absolu à la protection de la propriété collective, des terres ancestrales, etc. Et ça, il va falloir que l'on règle aussi cet aspect-là, du régime juridique et de l'étendue du droit. Je vais me tourner vers les personnes qui sont en ligne. Est-ce que vous avez des questions, sachant qu'on ne voit plus la plateforme Teams où il y a une main qui est levée. Donc, j'invite la main à connecter sa caméra et peut-être que le visage apparaîtra et à poser la question. C'est Hélène de Potter, de nouveau. J'espère qu'on va mieux t'entendre que tout à l'heure. Est-ce que vous… Non, c'est toujours très mauvais. Vas-y, essaye quand même. Là, si je parle comme ça, je vous entends. J'étais obligée de couper. Non, en fait, la connexion est très mauvaise. Est-ce que tu peux taper ta question peut-être?
tu m'entends pas. Est-ce que tu peux taper ta question sur... parce qu'on ne t'entend pas. Désolé. Alors, est-ce que quelqu'un en ligne a une question, quelqu'un d'audible a une question? Désolé Hélène, hein, on regrette vraiment, mais on ne pouvait pas t'entendre. Non, pas de questions en ligne? Alors dans ce cas, je me retourne vers la salle et je vois Régis Bismuth qui lève son micro portatif. Et qui a une petite enceinte intégrée, qui est fort agréable aussi pour écouter. Alors, merci beaucoup tout d'abord Hélène pour la présentation, c'était très instructif, très intéressant. Il y a donc la présentation tournait autour de la question finalement, jusqu'à quel point peut-on, entre guillemets, presser le citron de la Convention ou des conventions de droits de l'homme pour en faire sortir un droit, un environnement sain. Ce que l'on voit d'une certaine façon aujourd'hui dans les discussions, sont des propositions qui n'ont pas encore nécessairement été mises en œuvre, mais qui seraient susceptibles de soulever des questions quant au potentiel conflit qu'il peut exister entre les mesures qui seraient susceptibles d'être adoptées par les États et les droits individuels. Alors pour l'instant, ça se traduit peut-être en droit international de l'environnement, voilà, par rapport à certaines libertés économiques, mais il y a des choses qui, d'une certaine façon, sont sur la table en matière de restrictions de voyage, de quotas de voyage, ou ce genre de choses, qui, d'une certaine façon, sont susceptibles aussi de porter atteinte à certains droits fondamentaux. Donc là, c'est un peu la perspective inversée, c'est les États qui prennent des mesures pour protéger l'environnement, qui atteignent certains droits de l'homme. Alors pour l'instant, on n'en est vraiment qu'au début du processus, mais est-ce que c'est un sujet, d'une certaine façon, que tu as pu déjà voir apparaître sous un angle ou sous un autre dans certaines de ces instances ou de ces juridictions? Voilà, parce que là, je crois que ça va venir à un moment donné de manière assez claire. C'est le conflit finalement entre les deux plutôt que les droits de l'homme pour permettre au droit à l'environnement sain de se développer, de s'épanouir. Et je crois que ta voisine de gauche veut se saisir du micro. C'est la captation du micro quand il va circuler. Merci beaucoup Hélène pour votre présentation qui m'a beaucoup éclairée, n'étant pas du tout spécialiste de ce domaine. J'ai en fait deux remarques plutôt que des questions. Ma première remarque a trait à cet arrêt de la Cour africaine. Moi, ce qui m'a paru quand même très étonnant, et moi je l'ai vu parce que je m'occupe d'entreprises et droits de la personne humaine, et que je suis les travaux du groupe des Nations Unies, ce qui m'apparaît quand même très problématique, c'est que c'est l'État qui est condamné alors que la violation, c'était la violation de l'entreprise. Donc, on fait peser sur les finances publiques de l'État les errements d'une entreprise. Donc là, je crois qu'il va falloir... C'est pour ça que cet arrêt, pour moi, est vraiment problématique. Ça serait intéressant d'ailleurs qu'on puisse le commenter. Comme vous l'avez signalé, c'est dommage que personne ne s'y soit vraiment collé jusqu'à maintenant, en tout cas pas à ma connaissance. Ma deuxième remarque a trait à ce que vous disiez à la fin, c'est-à-dire l'incapacité, en tout cas la constatation matérielle de l'impossibilité de coopération entre les différentes institutions, soit au sein des Nations Unies, soit entre les Nations Unies et d'autres institutions, soit multilatérales, universelles ou à vocation universelle et régionale. Alors ça, c'est une des grandes leçons qu'on a tirées de 2023. Pratiquement tous les livres blancs, tous les webinaires du 150e anniversaire ont signalé ce problème. Et donc, la question que je pose à tout le monde, à la branche française et plus loin à l'ILA, n'est-il pas temps qu'on se mette autour de la table, qui est un petit groupe, et peut-être qu'on peut commencer à la branche française, un petit groupe qui commence à réfléchir à des lignes directrices pour, j'allais dire imposer, évidemment on n'imposera rien, mais je veux dire, vous voyez l'idée, pour essayer de dire, mais enfin, cette coopération, elle n'est pas si difficile que ça.
Et quand on entame un sujet dans un groupe, eh ben, regardons déjà ce qui se fait ailleurs et coopérons. Voilà, donc c'est plus une proposition pour le futur qu'autre chose. Merci. Oui, alors, si vous pouvez faire passer le micro. Le micro n'est pas allumé, je crois. Oui, c'est mieux quand c'est allumé. Bonsoir, mon nom est David Lutrin, avocat et médiateur. Je voulais rebondir sur les questions qui vous ont été posées à l'instant. Selon vous, si jamais on se dirige vers l'élaboration d'un instrument qui va porter sur ce droit à un environnement sain, dans quelle structure cet instrument pourrait être discuté et négocié? Est-ce que cette structure existe au niveau international aujourd'hui? Et si tel n'est pas le cas, quelle forme pourrait-elle prendre? Et quels sont les experts et techniciens qui devraient être impliqués dans le travail de réflexion et d'élaboration de l'instrument? Alors, pour prolonger les deux dernières questions, j'en ajoute une autre. C'est que tu as dit qu'il y avait un vrai travail à faire sur le droit à un environnement sain, les destinataires, les titulaires, l'étendue, etc. etc. Est-ce que l'ILA pourrait pas être une enceinte pertinente pour, à travers un comité international, finalement, essayer de définir ce qu'est ce droit à un environnement sain, puisque, alors après, ça risque de faire un silo supplémentaire, donc il faut être prudent. Mais voilà, est-ce que nous, on peut réfléchir à la création d'un comité international sur le droit à un environnement sain? Est-ce que ça peut être utile, selon toi? Merci. Ben, je vais reprendre à nouveau les questions et commentaires dans l'ordre. Donc d'abord, la question de Régis. Oui, la perspective inversée, oui, on commence à la voir. Alors, il y a quelques arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui ont été commentés, par exemple par Jean-Pierre Marguenot, qui disait attention, attention, l'environnement tueur des droits de l'homme, parce que donc il y a l'affaire Mangouras, par exemple, contre Espagne devant la Cour européenne, qui était problématique parce que la Cour, justement, bon, Mangouras, c'était le capitaine du Prestige, hein, donc, et la Cour a accepté une privation de liberté qui était effectivement pas du tout conforme aux standards que normalement elle applique en matière de privation de liberté. Et donc là, Jean-Pierre Marguenot avait dit, là, c'est vraiment la protection de l'environnement tueuse des droits de l'homme. Il y a aussi des affaires de droit de propriété, justement, Amer contre Belgique, où la Cour accepte ça. Et encore une fois, moi, là où je vois, donc il y a ces affaires-là de droits individuels. Je commence aussi à voir que, et je reviens notamment aux questions d'investissement dont on parlait tout à l'heure, ou de conciliation des droits, mais on commence à voir aussi la limite à toucher la limite de certaines jurisprudences de la Cour interaméricaine, justement, qui va mettre en avant, jurisprudence qui va mettre en avant le droit à l'environnement sain des communautés autochtones de manière quasi absolue. Et ce qu'on n'a pas encore réglé, c'est que fait-on du non-autochtone? Et ça, c'est vrai que c'est une question alors, qui est très difficile politiquement. C'est une question difficile à poser sur la scène internationale, en tout cas au plan politique, mais c'est une question importante. Et voilà, le droit pénal, là aussi, utiliser le droit pénal comme c'est parfois mis en avant par certains États pour dire mais ça va être efficace, on va renforcer le droit à l'environnement sain en pénalisant des comportements. Là, moi, ça m'inquiète énormément du point de vue droit de l'homme, encore une fois, puisque souvent l'utilisation du droit pénal, en tout cas ce qu'on voit dans les États, c'est que c'est plutôt détourné. Donc ça, c'est dommage parce que, alors je peux comprendre que pour des raisons stratégiques, c'est-à-dire qu'il faut faire aboutir les discussions. Donc, on va éviter de poser ces questions-là qui fâchent. Mais je trouve que c'est dommage de ne pas parler de cette perspective inversée parce que pour moi, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure lors de la toute première question. C'est-à-dire, attention, on peut avoir de bonnes intentions, mais elles peuvent aussi se retourner contre les droits de l'homme.
Alors, les commentaires ensuite de Catherine sur l'État condamné. Oui, ça c'est une autre limite évidemment du contentieux droits de l'homme. Bien entendu, on ne juge que des États, où on ne s'adresse qu'à des comportements des États. Donc là aussi, souvent ce que je dis aux ONG droits de l'homme qui disent « Ah, nous, on va monter un contentieux, etc. », c'est ne demandez pas aux organes de droits de l'homme plus que ce qu'ils peuvent vous donner. Nous, effectivement, ce que l'on peut dire, c'est que peut-être l'État manquait à son obligation positive. Là, c'était le cas pour la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'elle n'aurait pas dû accepter l'argent. Et en acceptant l'argent, elle a accepté de libérer les deux responsables de l'entreprise qui ont quitté le pays sans rendre de compte, etc. Donc là, il y a effectivement un manquement sur le terrain de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais le responsable, c'est l'entreprise. Et c'est l'entreprise qui est venue et qui a déversé ces produits dont elle savait qu'ils étaient extrêmement toxiques, extrêmement nocifs. Mais comme on ne discute pas avec le groupe entreprise et droits de l'homme, forcément, les organes de droits de l'homme, et encore une fois, même si on discute avec eux, pour l'instant, le droit international des droits de l'homme ou les organes de droits de l'homme ont une jurisprudence qui n'est pas du tout sophistiquée sur les questions de rapport justement de l'État avec les entreprises. C'est dans les revues ou dans les dialogues, il n'y a pas longtemps, on a eu par exemple l'examen de la République de Corée. Donc on lui a dit qu'il fallait qu'elle prenne un certain nombre de mesures vis-à-vis de ces entreprises, etc. Mais c'est pas du tout sophistiqué, encore une fois, parce que notre interlocuteur, c'est l'État. Et c'est très difficile derrière l'État c'est quelque chose, encore une fois, sur lequel le droit international des droits de l'homme, pour l'instant, ne dit pas grand-chose. Et on ne peut pas avancer sur droit à l'environnement sain si on n'intègre pas cette dimension-là. L'absence de coopération, bon, ben là, ça rejoint aussi la question. Ça, c'est vraiment frappant. Bon, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert, évidemment, au comité. Ça va très loin, c'est-à-dire qu'on se parle même très peu entre comités. Donc aller discuter avec les procédures spéciales qui sont dans l'autre palais, c'est encore pire. Oui, les enceintes universitaires, peut-être, ou les sociétés savantes peuvent être effectivement des endroits. C'est très difficile. Moi, j'ai été frappée au-delà de la coopération, au-delà de l'absence de coopération, ce qui m'a frappée en décembre, quand on a eu cette réunion, c'est encore une fois l'absence de circulation de l'information. Parce que je m'attendais à ce que lorsque l'on travaille sur un projet de quelque chose, on ait au moins cette base commune de connaissances. Et finalement, on a fait une journée comme ça de discussion, et à la fin de la journée de discussion, l'accord auquel on a abouti, c'est de dire, OK, on va peut-être créer d'abord une base de données, parce que vous nous parlez de plein de jurisprudence, l'Afrique, la Cour interaméricaine, il faudrait d'abord que l'on réunisse tout ça, et ensuite on peut commencer à discuter. Alors pour des académiques, c'est peut-être quelque chose de naturel, justement, la circulation du savoir, la circulation de l'information. On va s'envoyer les uns les autres des références, des choses dont on sait que le collègue travaille sur tel et tel thème, donc on sait que ça va intéresser, mais manifestement, effectivement, c'est pas. Donc, ouais, ça peut être une thématique, ou oui, ça tout à fait. Après, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que il y a aussi évidemment une rupture entre le monde universitaire et donc là il y a 1 ou 2 experts pour le Conseil de l'Europe qui ont été auditionnés, mais sinon c'est vrai que le monde académique ou le monde universitaire ou les sociétés savantes n'ont pas nécessairement de liens, donc il faut créer aussi ces liens. Ça, je crois que c'est absolument essentiel. Et alors, la dernière question sur la structure de négociation, ça rejoint en réalité les 2 autres questions. Le problème, c'est que il y a plusieurs structures de négociation. Et donc là, pour l'instant, on a les structures en parallèle qui s'observent quand même les unes les autres. Mais c'est intéressant, et pour les internationalistes aussi, c'est un moment fascinant, parce que donc le Conseil de l'Europe regarde ce que le Haut Commissariat aux droits de l'homme est en train de faire. Le Haut Commissariat
regarde ce que le Conseil de l'Europe est en train de faire. Le comité des ministres attend les arrêts ou les décisions d'irrecevabilité de la Cour européenne, mais en même temps, on attend l'avis consultatif de la Cour internationale de justice, de la Cour interaméricaine, du TIDM. Et donc, il y a un moment où on se dit, mais qui va le premier nous dire finalement, voilà exactement, c'est vraiment ça. Mais c'est intéressant, c'est fascinant. Et le problème, c'est ça, c'est qu'on a ces enceintes, donc Nations Unies, Conseil de l'Europe, donc il y a aussi un instrument soft law qui est en train d'être préparé au niveau de l'Union africaine, donc pour la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et l'enjeu, si vous voulez, c'est que ce qui se fait au Conseil de l'Europe soit quand même harmonisé ou en harmonie avec déjà ce qui a déjà été dit, ce qui a déjà été fait. Et la même chose pour les Nations Unies. Mais ça demande énormément de travail. Par exemple, la Convention d'Aarhus est un instrument absolument génial, avec une vraie pratique sur les droits procéduraux environnementaux, et ça n'est absolument pas connu, ça n'est absolument pas exploité. Donc, bien, voilà qui nous conduit au terme de cette conférence. On a eu énormément de chance de bénéficier de ta double expertise d'universitaire et puis de praticienne au sein du comité des droits de l'homme. Voilà, c'était absolument passionnant de bout en bout, et j'invite l'assistance à te remercier chaleureusement. Merci aux personnes connectées, merci aux personnes présentes. Je vous souhaite une bonne fin de soirée.